voulais remercier toute l'équipe du syndicat pour cette invitation qui est particulièrement importante pour moi parce que je vais vous présenter, vous avez la primeur d'avoir la naissance récente d'un nouvel outil. Je vais vous expliquer. Donc cet outil s'appelle le diagnostic rosé. Donc avant de lancer la présentation, je vais faire un aparté sur un petit peu l'histoire des vins de rosé de Provence. Alors je ne vais pas remonter très très loin. On sait que les vins de Provence, le bassin des vins de Provence est un bassin de rosé depuis de nombreuses années. Par contre, depuis quelques années, c'est-à-dire 2010, on a commencé à avoir vraiment une évolution, une augmentation de la qualité des vins. Et il y a eu un déclic en 2015. En 2015, on a commencé à parler de premiumisation, on a commencé à voir que les courbes d'export étaient en train d'exploser, entre autres sur le marché américain. De façon individuelle ou entre collègues de façon technique, c'est qu'à partir de ce moment-là où on a aussi, lors de formations qu'on effectuait partout en France ou même parfois en Italie ou même au Portugal, un intérêt qui était très très significatif sur le vin rosé. On a eu aussi beaucoup, de plus en plus, depuis ces dates-là, des demandes de visite par des producteurs de rosé ou non rosé d'ailleurs, qui venaient, qui étaient intéressés de venir en Provence pour visiter nos structures, pour discuter avec les techniciens. Donc tous ces échanges-là nous ont donné déjà une idée, nous aurons positionné sur la qualité de nos vins, c'est-à-dire qu'on a compris qu'il se passait quelque chose, parce que quand on le vit de l'intérieur, c'est pas toujours facile, mais quand on commence à recevoir et à échanger partout en France ou même en Europe, on se dit il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que je voulais repasser un petit peu le contexte historique, parce que c'est très important par rapport à l'idée de notre projet. Donc ayant de fait qu'effectivement on avait une progression aussi bien en qualité, en volume ou on va dire en reconnaissance des rosés, on a imaginé construire quelque chose d'un petit peu nouveau. Mais pour construire quelque chose de nouveau d'un point de vue technique, il fallait déjà identifier qu'est-ce qui se faisait, la particularité des vins de Provence. Pourquoi ils étaient reconnus? Est-ce que c'était qu'une histoire d'image parce qu'avec le mot Provence, ou est-ce que c'était aussi parce que nos rosés méritaient d'un point de vue qualitatif d'être meilleurs que les autres? Donc on a pris du temps pour identifier ce qui se faisait, la spécificité. Une fois qu'on a identifié tous ces paramètres-là, il fallait effectivement les comprendre et après pouvoir les transmettre. Donc ça, c'est la première étape de notre projet. Donc, ce qu'on a identifié en tout cas comme réussite provençale ou comme on va dire de savoir-faire provençal, c'est la conduite du vignoble dans un style rosé. Il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, moi je suis arrivé il y a plus de 20 ans, on faisait des sélections de rouges et tout ce qui ne rentrait pas, parce que la Provence faisait encore une proportion de rouge intéressante, tout ce qui ne pouvait pas rentrer dans les rouges, on le passait dans le rosé. Au fur et à mesure du temps, ça s'est complètement inversé et on sait par différents indicateurs qui sont cités là, par le cépage, par la notion de surface foliaire sur poids, on en parlait ce matin, sur la façon dont la vigne est hétérogène, la façon dont elle a accès à l'eau, c'est une particularité forte pour élaborer des vins rosés. Donc ça, dans l'histoire des vins rosés, la notion de sélection de vignes qualitatives est assez nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui est aussi assez spécifique pour le moment à la Provence, même si ça commence à s'exporter. Le cahier des charges, justement, pour sélectionner des rosés, enfin des vignes pour faire des rosés premium, est en train, de toute façon, on va dire, de voyager de région en région en fonction des objectifs et des uns et des autres. Donc la viticulture aussi provençale, elle fait appel depuis quelques années à de plus en plus de consultants, ce qu'on appelle viticoles. On a toujours eu les consultants œnologues comme moi depuis des années. Par contre, les consultants viticoles est assez récente dans l'histoire de la région. Une dizaine d'années, mais elle a apporté effectivement ses connaissances. Elle a ouvert aussi la curiosité des producteurs, des vignerons. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait partie, un élément clé de l'évolution aussi du vignoble rosé. Donc on a de plus en plus effectivement de techniciens amont, que ce soit dans les caves, ou de tractoristes compétents, que ce soit sur les exploitations et les domaines, de plus en plus de R&D, et effectivement de plus en plus d'outils aussi innovants dans la viticulture. On a parlé tout à l'heure de pilotage d'irrigation, on parlait aussi de pulvérisation foliaire sur le vignoble. On a un outil nous, qui s'appelle OnoView, qui est un système de cartographie en proche infrarouge, et on fait de plus en plus de formations viticoles. Donc ça, c'est un des premiers axes, on va dire, de savoir-faire provençal. Un deuxième qui a été identifié, c'est la récolte des raisins. On sait qu'en Provence, depuis longtemps, il faut récolter vite et frais pour éviter les phénomènes de macération et d'oxydation.
Donc ça demande, on ne s'en rend pas compte, on le vit au jour le jour, mais ça demande une organisation extrêmement délicate. Il faut mettre en place les outils de quota journalier, il faut aussi avoir tout ce qui est machinerie pour pouvoir vendanger vite, parce qu'il y a les horaires matinaux, mais il y a aussi l'amplitude en Provence qui est extrêmement courte, on ne vendange pas longtemps dans la journée. Donc tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement particulier à la Provence. Tout simplement, je le vois quand je fais des formations ou quand on a des interrogations, que ce soit sur des domaines ou des caves et qu'on exporte un petit peu notre savoir-faire, les gens me disent mais nous on est incapable de faire ça. On est incapable pourquoi? Parce que de toute façon, pour pouvoir vendanger tôt et vite, il faut aussi pouvoir accueillir après les raisins derrière, et la majorité en tout cas des régions de France ou même d'Europe ne sont pas équipées pour pouvoir recevoir de façon aussi rapide et aussi efficace les raisins. Donc ça, c'est le deuxième axe, l'axe vraiment de la récolte des raisins. Il y a un troisième axe aussi qui est important, c'est la réception. Donc toujours dans le même objectif que précédemment, on souhaite récolter rapidement, délicatement, pour limiter toujours ces macérations et ces oxydations. Et là aussi, la Provence, que ce soit sur les domaines, sur les caves coopératives, on a des niveaux d'équipement, de savoir-faire et de performance qui sont assez exceptionnels, on va dire, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Un autre pilier, un autre axe, pardon, c'est l'extraction des jus par pressurage. Mais ça, c'est peut-être historiquement ce que tout le monde a en tête, c'est-à-dire l'art et l'expertise de presser ces raisins en Provence. Les consultants œnologues maintenant sont tous formés de toute façon pour comprendre comment fonctionne un pressoir, comment il se programme. Comment on doit le mettre en place. Les caves, dans la majorité, depuis une dizaine d'années, sont équipées en tout cas d'ateliers d'extraction de plus en plus performants, que ce soit sur la capacité que sur, on va dire, le niveau qualitatif de ces pressoirs. Donc ça, on va dire de façon visible, c'est la chose qui est la plus, on va dire, la plus importante en Provence quand on expatrie notre savoir-faire et nos compétences. On a des ateliers de pressurage qui sont, pour les gens de l'extérieur, surdimensionnés. Mais pour nous, évidemment, qui ne sont pas surdimensionnés, parce qu'on est quand même la seule région à faire 100% de rosée, pratiquement 100% de rosée. Donc de toute façon, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que d'autres secteurs. Mais nos ateliers, en tout cas, sont performants. Après, le dernier axe, c'est la clarification et la préparation des mois à la fermentation. Donc c'est pareil, ça a demandé des investissements importants. On connaît l'importance de clarifier les vins rosés avant la mise en fermentation. Donc du savoir, on a investi également. Alors on a investi aussi parce qu'on a eu les moyens, hein, je parle de premierisation, de monter après des cours tout au long entre les années 2010 et jusqu'aux années 2023 encore. Donc tout ça nous a permis d'investir, mais c'est vrai qu'aussi tous ces outils de clarification, toutes ces compétences humaines aussi qu'on a autour de ça, c'est quelque chose qui est assez particulier à la Provence. Voilà, donc je vous ai cité 5 axes qui sont importants, 5 axes de maîtrise qui font en fait la force de la Provence actuellement. Donc une fois qu'on a identifié ces axes, on a voulu aller un petit peu plus loin et dire bah voilà, la Provence elle vit quelque chose d'assez exceptionnel. On a une reconnaissance commerciale qui est reconnue, on a une reconnaissance technique qui est là aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place justement pour promouvoir et asseoir encore plus cette reconnaissance? Voilà, pas uniquement de la qualité mais aussi de la technique. Donc ces 5 axes que je viens de vous citer, on les a retenus, on a discuté autour et on en a retenu seulement 4. Alors vous allez me dire mais pourquoi le vignoble est extrêmement important? Pourquoi on n'a pas retenu dans un diagnostic? Tout simplement parce que de toute façon ça peut faire partie d'un diagnostic à part entière, mais c'est surtout que la conduite du vignoble est cloisonnée en fait par la réglementation et la culture en fait tout simplement. Donc c'est on a beaucoup moins de leviers qu'à partir du moment où on doit suivre un cahier des charges. Je ne vais pas aller faire un diagnostic à Bordeaux en disant les merlots, ça ne fera jamais du rosé, vous arrachez, vous mettez des grenaches. Voyez. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont structurelles liées au cahier des charges des différents ODG et syndicats. Donc ce levier-là, nous, on l'a pas, cet axe-là, on ne l'a pas intégré dans notre diagnostic. Voilà. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a identifié ce qui faisait le savoir-faire de la Provence, il a fallu, comme on le dit, après le comprendre, ça on l'a bien compris, par contre il faut le transmettre. Pour le transmettre, il faut un outil, il faut un moyen. Donc on a commencé à réfléchir sur un diagnostic rosé, stratégie de progrès. Donc le projet diagnostic rosé, il n'est pas nouveau, il a 6 ans, parce que je vous parle de ça, on a commencé à réfléchir sur ce projet-là il y a 6 ans, donc c'est un projet de longue haleine, c'est pour ça que je suis fier de vous le présenter.
Donc les observations, j'en ai cité déjà pas mal, c'est l'engouement et la réputation des rosés de Provence. Ça, c'est une réalité. On a aussi une singularité des process et de la maîtrise provençale, ça je vous l'ai dit, par le matériel, par les process, par l'humain aussi, on a quelque chose qui est typiquement provençal. On a vu qu'il y avait, et ça soit en interne mais aussi en externe, un besoin de progression des rosés sur le marché. Alors, il y a des gens qui ont besoin de progresser, mais même les leaders, ceux qui sont les plus performants, eux, veulent continuer à progresser. C'est-à-dire qu'il faut bien peut-être avoir conscience que dans toutes les appellations de France, le rosé, c'est peut-être le vin qui a le plus évolué en 20 ans. Donc, il continuera à évoluer en fonction de la demande des marchés, aussi en fonction des connaissances qu'on a. Donc, tout ça, même les leaders, en fait, ne se reposent pas. Donc, c'est aussi l'importance, c'est aussi un des objectifs de ce diagnostic. Donc, faire évoluer les processus, aller sur de la maîtrise, faire monter en gamme les rosés, tout ça pour une augmentation de la qualité des vins. Donc l'outil, le moyen, c'est la création d'une méthode d'audit afin d'évaluer les outils d'extraction, les ateliers d'extraction. Donc la création du diagnostic rosé, elle est d'abord basée sur le bon vouloir des opérateurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu l'occasion dans la construction de ce projet-là de partir en Champagne, savoir qu'ils ont aussi des outils performants dans ce qu'ils savent faire, et entre autres sur les ateliers d'extraction et de pressurage. En Champagne, il y a une habilitation sur les ateliers d'extraction, sur les ateliers de pressurage. C'est-à-dire que c'est le comité des vins de Champagne qui va donner l'accréditation, l'habilitation à un nouvel atelier pour qu'il puisse démarrer, se mettre en route. Voilà. Nous, ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas voulu créer une accréditation, on n'a pas voulu créer une habilitation. Donc c'est vraiment un diagnostic sous forme volontaire. Donc c'est une aide pour identifier les enjeux déterminants, on va parler des enjeux après, pour la qualité des jus et des vins. Voilà. Et il y a aussi la formalisation sur ce diagnostic, sur ce projet, la formalisation du savoir-faire provençal, je l'ai déjà dit. Donc les quatre, on va dire, axes, les quatre piliers maintenant, c'est identifier le niveau de maîtrise, c'est important de l'atelier des rosés, ça c'est ce qu'on va déterminer. On va mettre en lumière les points forts et les points faibles de la stratégie premium. On va évaluer la cohérence des méthodes de production et des objectifs produits, et tout ça afin de disposer d'un plan d'action, au final du diagnostic, pour une démarche d'amélioration qualitative. Donc les enjeux, je vous en cite certains, ils sont assez classiques et connus, ce sont des enjeux techniques, donc on en a parlé déjà, c'est les oxydations, les macérations, la trituration, la maîtrise des process, et tout ça dans un objectif de maîtrise de couleur et de maîtrise des profils organoleptiques. Ça, c'est la vraie finalité des enjeux finaux. Donc, je reviens un petit peu sur l'historique, ça va aller très vite maintenant. Donc, le projet Diagnostic Rosé, il a commencé vraiment à avoir une légitimité depuis 2018. C'est l'initiative du projet. Donc, la progression des rosés de Provence. On a eu une volonté de faire évoluer nos clients, la filière aussi. Donc c'était sous une forme de document d'habilitation au début, on a beaucoup évolué là-dessus. On a vu que, après notre voyage en Champagne, que l'habilitation était quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement compliqué. Même eux, au bout de 20 ans, parce que ça fait 20 ans que cette habilitation existe, ils sont toujours en train de la remanier, elle pose toujours des difficultés. Elle pose même des difficultés au niveau des innovations, parce que c'est un cahier des charges qui est extrêmement structuré et extrêmement complexe. Donc, elle est presque à empêcher les évolutions. Donc, nous, ce n'était pas du tout cette idée-là. Bon, j'ai été accompagné par ma directrice, Laurence Hugou, qui m'a accompagné beaucoup sur ce projet-là, parce que moi, je suis plutôt technique. Elle est plutôt, après, sur tout ce qui est qualité et documents, enfin, construction des documents, on va dire qualité et comment je veux dire, qualité et... voilà, c'est sur ça que tu m'as aidé. En 2020, on a commencé vraiment à lancer le projet, donc créer de toute façon une bibliographie, on allait rechercher ce qui existait, on a formalisé encore mieux nos savoir-faire provençaux. On a commencé des premiers tests d'audit sur le terrain avec une stagiaire qui est arrivée sur une période de septembre à décembre, qui s'appelait Philippine, qui était en formation à Supagro à Montpellier. Ça, c'est 2020. Donc 2021, on a continué le projet avec la structuration, vraiment. Donc structuration et synthèse. On a commencé à ouvrir le travail de façon collective, c'est-à-dire avec les producteurs.
que ce soit les caves coopératives, que ce soit les domaines. On a fait ce qu'on appelle un peu des audits à blanc pour voir si les questions étaient pertinentes, si les réponses aussi étaient appropriées. On a échangé ce projet-là avec tous les consultants, en tout cas ICV de Provence, mais aussi on l'a ouvert sur tous les consultants. Vous savez que l'ICV possède plusieurs centres dispersés, on va dire, dans la région au Grand Sud pour l'instant, même si on est en train de se développer. Donc on a amené à valider un petit peu ce projet par d'autres collègues qui ne sont pas forcément des spécialistes du rosé, mais maintenant font du rosé aussi, parce qu'il n'y a plus aucune région qui ne fait pas de rosé. Donc on a ouvert ça pour avoir une validation. Et en 2022, donc l'année précédente, on a augmenté encore la quantité de tests audits. On a validé tout ça par une commission. Alors chez nous, il y a une commission scientifique, il y a une commission R&D, commission technique. Donc on a fait valider ça, ce travail-là. On commence déjà à travailler depuis 2022 sur de nouvelles pistes de travail parce qu'il faut que ça soit un projet évolutif. Vous allez le voir, hein, ce n'est pas uniquement un document Excel sous forme d'audit qui va rester figé comme on peut le voir souvent. C'est un document, enfin un outil qui va évoluer. Et cette année, on a eu Clémentine Poirzon, aussi de Supagro, qui nous a accompagnés de juin à octobre pour finaliser la construction de ce diagnostic. Donc, je vous l'ai dit en préambule, on a 4 zones d'études. Donc, ça va de la récolte, donc l'organisation, le flux, le matériel de transport, la protection, la réception des raisins, donc on revient sur les quais, le tri, les protections, les jus de benne. On a la zone d'étude assez importante qui prend le plus de temps, c'est l'extraction des jus, donc le pressoir, donc la quantité, les qualités, le remplissage, l'égoutage, la séparation. Et le dernier axe, la dernière zone d'étude, c'est la préparation des jus. Donc la filtration, le débourbage et la stabulation. On ne parle pas sur le diagnostic de tout ce qui est mise en fermentation parce qu'on a estimé que ce n'est pas forcément un savoir-faire spécifique à la Provence. Ce n'est pas que ce n'est pas important parce qu'effectivement, si vous loupez vos fermentations, vous n'aurez pas de rosé qualitatif, mais ce n'est pas un point précis. Je veux dire, on n'est pas les meilleurs. Enfin, on n'est pas les meilleurs. Oui, on peut le dire, on n'est pas les meilleurs sur ce point-là. Il y a d'autres. Voilà, c'est un savoir-faire, on va dire, plutôt universel. Donc en prérequis de notre diagnostic, on a voulu aussi évaluer d'autres postes qui sont importants actuellement. Donc tout ce qui est poste maintenance, tout ce qui est poste hygiène, tout ce qui est poste environnement, c'est de l'actualité, donc on ne pouvait pas s'en passer, même si ce n'est pas la grande force du diagnostic, mais on commence déjà à l'aborder dedans. Et tout ce qui est personnel. On est bien d'accord que sur ce diagnostic, on ne fait pas uniquement un audit, on va dire, technique du matériel, mais on regarde aussi tout ce qui est flux, organisation, personnel, compétences, formation. Donc ça prend vraiment tout, en fait, toute l'organisation du client. Voilà, donc les enjeux. Le but du diagnostic, c'est de déterminer les enjeux à évaluer, donc identifier les problématiques à améliorer pour monter en gamme. Après, on a défini l'importance de ces enjeux-là. On a défini une liste d'enjeux importantes. On en a écarté certains, on en a gardé d'autres, on en a rajouté parce que ce document évolue. Donc, on met aussi l'importance. Est-ce que l'enjeu est fort, il est moyen, il est faible? Et après, les objectifs sont identifiés pour chaque enjeu. Voilà. Comprendre à quelles problématiques ils répondent. Donc, par exemple, un enjeu, c'est la maîtrise de la couleur, c'est la maîtrise des oxydations. Donc, ça s'organise comme un document d'audit avec effectivement des enjeux, une évaluation et un objectif. Après, sur ces enjeux-là, il y a 5 niveaux d'acceptation qui sont établis en fonction de références. Donc, il y a soit pas de disposition, soit initiation, soit réalisation, soit amélioration, soit sans objet. Ça, c'est plutôt classique, on n'a rien inventé, c'est des choses qui existent sur d'autres audits, d'autres sources d'audit. Il y a aussi un volet remarque, c'est-à-dire qu'on va évidemment noter nos enjeux, on va faire, sur le diagnostic, on va pouvoir faire quelques remarques qui sont mentionnées si le niveau atteint n'est pas convenable, ou on peut faire aussi quelques remarques à des moments quand le niveau est même très très bien atteint, on va dire, quand c'est vraiment parfait. Et après, tout ça découle sur un plan d'action. Ça, c'est la chose la plus, peut-être pas la plus importante, mais je veux dire pour le producteur, c'est ce plan d'action-là qui va lui permettre, à plus ou moins moyen terme, long terme, de mettre en place les actions correctives pour évoluer. Voilà. Donc c'est un diagnostic avec effectivement un plan d'action. On verra. Enfin, je ne donnerai pas d'exemple de plan d'action, mais si des exemples de plan d'action, mais qui touchent vraiment tous les volets. Comme je dis, c'est aussi bien l'investissement, l'humain, l'organisation. Ça touche énormément de choses. Donc ça, c'est une grille de départ. Je vous l'ai mis juste par curiosité, dans le sens où pour montrer comment on a pu évoluer en 3 ou 4 ans.
Donc c'était une grille plutôt sous forme Excel, assez basique, avec effectivement les enjeux, l'importance des enjeux, les niveaux atteints, les remarques, le plan d'action. Alors voilà, on a une liste, on remplissait, c'était sous document Excel, plutôt classique. Vous allez voir immédiatement qu'on a complètement changé en fait, la présentation de ce document-là. Donc, après la construction, maintenant, il y a la concrétisation et la réalisation. Alors, je vous l'ai dit, c'est un projet qui a mis 5 ans à être construit et qui est sorti vraiment de terre à l'automne l'année dernière, en 2022. Donc, il a quelques semaines dans sa réalisation, on va dire, complète. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce... Je reprends un petit peu maintenant la finalité de ce diagnostic. Donc, les champs d'évaluation, les process, les flux, le personnel. Tout est important en Provence pour réussir. On ne peut pas faire de bons process si on n'a pas le personnel qui est en place. On ne peut pas faire de bons process si les flux ne sont pas analysés et respectés. Donc là, on prend sur ces 3 champs d'évaluation. Les 4 piliers, je vous les ai déjà cités, je vous les reprends parce que là, ils ont été vraiment finalisés. Donc le niveau de maîtrise, les points forts, les points faibles dans une stratégie premium, la cohérence de la méthode de production par rapport aux objectifs produits, et le fameux plan d'action qui est extrêmement important pour pouvoir évoluer et de ne pas se retrouver avec un diagnostic qui vous dit c'est pas bien, mais on ne vous donne pas les outils après derrière pour corriger tout ça. Donc tout ça est validé par les consultants ICV en Provence parce qu'on a effectivement la compétence par rapport à nos autres collègues sur le rosé parce qu'on travaille pratiquement uniquement sur ce type de vin. Donc on a fait déjà à blanc, parce que je dis commercialement, il vient de sortir, enfin commercialement, on le met à disposition à partir de maintenant, mais pendant l'automne, on a fait une dizaine d'audits vraiment à blanc, sachant que je vous l'avais dit, on avait déjà travaillé avec les producteurs bien en amont, hein, tout a été en travail d'équipe. Ça a été revalidé par le groupe scientifique ICV et aussi on a un service pressurage, donc un expert du pressurage qui est basé à Nîmes, Édouard Médina, et qui a validé avec nous la démarche, parce que c'est vrai que vous l'avez vu, l'axe pressurage vraiment primordial de toute façon pour la réussite des vins rosés. Donc on a eu son aval là-dessus. Donc comment ça se passe? Un diagnostic rosé, c'est un questionnaire à monde numérique avec Ginkgo Web. Alors c'est pour ça que là je vous ai présenté tout à l'heure sa forme originelle en Excel. On a abandonné ça et on a utilisé l'outil numérique Ginkgo Web qui est énormément utilisé en fait pour les audits HVE. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est que c'est un logiciel qui se programme, hein, contrairement à Ginkgo Web. Ça prend du temps, la programmation prend énormément de temps, mais par contre c'est un logiciel, en tout cas en pratique, qui est beaucoup plus simple, qui est performant que Excel dans sa forme définitive. Donc première étape, oui, j'ai fini presque. Le client reçoit ce qu'on appelle un questionnaire amont numérique avec Ginkgo Web. Donc ce document amont permet d'avoir des informations sur le matériel, la maintenance du matériel, la gestion du personnel. On va demander le nombre de personnes, les ressources, on va demander le niveau de compétences, les pratiques d'hygiène aussi qui se font, et la stratégie environnementale. Tout ça, c'est en amont, c'est-à-dire que c'est le producteur qui, avant la visite d'audit, va remplir ça. On le reçoit, l'auditeur le reçoit, permet déjà d'avoir une petite analyse assez importante. On voit bien déjà par rapport au personnel, par exemple, s'il y a des grosses lacunes. Au niveau de la liste du matériel, de la capacité du matériel, on voit aussi d'entrée de jeu si le producteur est performant ou n'est pas performant. Voilà, première étape. Il y a aussi également une notice explicative des points évalués qui est envoyée au producteur pour comprendre en amont les différents points qui vont être évalués. Donc on n'arrive pas comme ça, on a tout un document explicatif de la démarche. Donc il y a après la méthode d'évaluation qui est vraiment sur site, donc méthode numérique par Ginkgo Web également, avec sur site une visite par un expert rosé et sous forme, je vous le dis, numérique grâce à ce logiciel Ginkgo Web. Donc, à la fin de tout ce plan d'action, le producteur va recevoir le compte-rendu avec la notation et va recevoir aussi son plan d'action sous forme Ginkgo Web. Voilà. Donc, les enjeux maîtrisés, les enjeux non maîtrisés et les solutions, les différentes solutions à mettre en place. Je vous illustre justement en 2-3 diapositives la façon dont Ginkgo Web se présente. Donc, le questionnaire, ce questionnaire-là sous forme Ginkgo Web, c'est le questionnaire qu'a l'auditeur avec le producteur le jour de l'audit. Donc vous voyez les 4 axes, donc récolte, réception, extraction et préparation à la fermentation. Et là, c'est juste une photo que j'ai prise sur des exemples de questions.
Donc il y a des questions, c'est pour ça que c'est assez, on ne va pas dire ludique, mais enfin pour l'auditeur, c'est beaucoup plus agréable de travailler sur ce genre de document qu'avec un document Excel. Les questions se déploient, vous mettez les réponses, il y a la case commentaire sur la droite. La notation est très simple, voilà, vous avez le choix, donc très simpliste, enfin assez simple à utiliser en tout cas. Donc une idée du questionnaire, le compte-rendu, voilà comment se présente un compte-rendu. Alors c'est un compte-rendu de présentation assez simple justement, où vous avez l'état des lieux, vous avez les commentaires, vous avez les notations, vous avez tout par pilier, par question, sachant que le diagnostic sur place est composé d'environ 250 questions. Voilà. Des questions qui ont été sélectionnées, triées, voilà, elles n'ont pas pris au hasard, elles ont été quand même validées par différents acteurs. Et on s'était appuyé à l'époque d'ailleurs pour valider les questions, parce que vous me dire mais pourquoi vous prenez ces indicateurs-là comme pertinents et pas celui-là. On cède aussi à l'ICV, ça fait quelques années qu'on fait tous les ans un panel rosé. Alors on fait des dégustations de rosé à l'aveugle avec des jurys amateurs et des jurys professionnels. Et de ces résultats de jury, on arrive après à avoir les itinéraires techniques des vins qui ont été les mieux notés. Et aussi pour ça qu'on a pu aussi récupérer un maximum d'informations. Et ce n'est pas uniquement du ressenti de technicien qui dit il faut faire comme ça, parce que moi je n'ai pas la vérité, il faut faire comme ça. C'est aussi par rapport aux pratiques qui sont faites chez les producteurs qui marchent bien. Et en fait on s'est inspiré aussi de ces pratiques-là. Donc ce n'est pas juste du ressenti. Hein. Donc la dernière feuille que je vous présente, c'est le plan d'action. Donc sur le plan d'action, ils sont classés effectivement par étapes, par les différents piliers, les 4 piliers que je vous ai donnés, et aussi par délai. Et ensuite, ça permet de faire un suivi, parce que c'est ça aussi le but, c'est que derrière, une fois que le diagnostic est fait, c'est d'accompagner le producteur dans ce suivi-là. Alors, les plans d'action, ça peut passer, comme je l'ai dit, par des investissements matériels, ça peut passer par des investissements humains, ça peut passer par une organisation de flux, ça peut passer par des formations. Donc, les plans d'action est pratiquement infini, on va dire. Et de toute façon, il est réalimenté en permanence, justement. C'est pour ça qu'on tient vraiment à faire vivre ce diagnostic. Donc, la conclusion, c'est inciter les producteurs pour l'année qui arrive, donc 2023, inciter les producteurs à la réalisation du diagnostic rosé, hein, pour effectivement conserver le leadership rosé de la Provence. Alors, comme je dis, pour les gens qui sont déjà leaders, mais aussi pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés pour évoluer. Donc, 2023, ça sera assurer aussi la veille du diagnostic, hein, continuer à le faire vivre. Ginkgo Web permet de réaliser une analyse collective, c'est-à-dire que tous les résultats, Ginkgo Web est capable après derrière, évidemment, de les stocker, mais de faire un traitement statistique, ce qui permettrait aussi d'avoir une idée des démarches, de toutes les choses qui se passent en Provence. Et donc l'idée pour 2023, c'est de réaliser environ une 50aine de diagnostics entre les domaines et les caves coopératives pour faire un état des lieux de la Provence. Voilà. Merci Chantal. Merci.